écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle fois notre ami le professeur Abdullah Fili, professeur à l'université d'El Jadida. Bienvenue professeur. Bonjour Serd Alali. On est très content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a un gros sujet. On va vous emmener en 1578, le 4 août exactement, en plein été, pas loin de l'Aleish, à Qsam Kbir, pour comprendre ce qui s'est passé à Oued el-Mekhazin, cette fameuse bataille qui a eu un impact extraordinaire, qui a eu des conséquences chez nous, au Portugal, en Espagne, sur l'Empire ottoman. Une bataille gagnée par les armées marocaines, les armées saadiennes, et assez compliquée à comprendre parce que le contexte de l'époque est compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce contexte pour commencer, s'il te plaît ? Effectivement, c'est un événement fondateur dans notre histoire et dans notre histoire nationaliste essentiellement. Mais pas que, parce que c'est un événement effectivement qui a eu des répercussions géopolitiques extrêmement importantes à l'échelle du Maroc tout d'abord, et puis après au niveau de la Méditerranée, comme vous l'avez signalé. Il a mis un point d'arrêt à ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire l'acharnement du monde chrétien sur le monde musulman. Le Maroc est placé effectivement à la tête de ce monde qu'il fallait en quelque sorte conquérir. Et deuxième élément, il a mis également un arrêt assez net à la volonté, aux velléités des Turcs, des Ottomans pour la conquête du Maroc. Troisième niveau, c'est que finalement cette bataille a eu, pour le Maroc en tout cas, une valeur et une aura. Le Maroc a gagné une aura et une valeur très importante au niveau de la Méditerranée, bien au-delà de l'époque saadienne, jusqu'à pratiquement la bataille d'Isli en 1844. Donc un contexte extrêmement précis, celui d'une crise au niveau du Portugal, crise économique, crise de succession, etc. Et également crise au Maroc, crise de succession justement au sein de la famille saadienne, entre le fils de Abdullah al-Ghalib, un roi omnipotent, extrêmement fort, qui a tellement fait pour cette dynastie, et ses frères, Abd el-Malik et Ahmed al-Mansour, qui se sont enfuis 17 ans durant vers le monde ottoman, d'abord à la régence d'Alger et puis après à Istanbul. Donc pour faire le lien avec les autres podcasts, je vous renvoie à un podcast qui s'appelle Ahmed Mansour al-Dahbi, qui raconte la mort de Mohamed Cheikh assassiné par les Ottomans, la prise de pouvoir par Abdullah, oui, et la fuite de Ahmed Mansour vers l'Empire ottoman, chez les assassins de son père, en fait, paradoxalement, où il va trouver refuge. Exactement. Parce qu'il était menacé par son oncle qui voyait en lui une succession peut-être plus légitime, mais en tout cas problématique. Une menace. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette guerre de succession, écoutez ce podcast qui s'appelle Ahmed Mansour al-Dahbi, qui raconte un petit peu ça. Donc on reprend le fil du récit. Si je comprends bien, on a du côté marocain une guerre de succession. Est-ce que tu peux nous présenter les personnages de cette guerre de succession ? Alors, les personnages sont trois, en quelque sorte, voire deux. D'abord, Mohamed al-Mutawakkil, le fils de Abdullah al-Ghalib, le prince qui est décédé en 1574, et Abd el-Malik, qui est le frère d'Abdullah al-Ghalib, qui est normalement dans le système de succession saadien, c'est lui que revient le mérite en fait d'accéder au sultanat, de devenir sultan après son frère. Et en dernier, bien évidemment, Don Sébastien, qui est le roi portugais. Et derrière tout ça, il y a le gouverneur de Fès, Ahmed al-Mansour al-Dahbi, qu'on appellera Dahbi un peu plus tard. D'accord. On finit le casting en précisant que ce Don Sébastien est jeune, il n'a que 24 ans au moment des faits, et son oncle n'est autre que Philippe II,
qui règne sur l'Espagne. Exactement. Voilà, donc c'est des histoires de famille qui vont se régler dans cette bataille. Qui est dans le fond effectivement de scénario. Il y a effectivement cette crise économique que traverse le Portugal, mais également une crise de succession, dans la mesure où la famille qui régnait au Portugal depuis au moins le XIVe siècle se retrouve finalement sans prince héritier. Et donc il a fallu attendre 11 ans pour que Dom Sébastien soit proclamé comme roi du Portugal. Et Philippe II, qui est effectivement son oncle en Espagne, régnait en main de maître effectivement dans ce pays-là, et c'est lui qui finalement va succéder à Dom Sébastien après sa mort. Ce prince, il s'appelle d'ailleurs le Désiré. Il s'appelle le Désiré parce que il était tellement, les Portugais attendaient tellement un fils, un roi, que bien évidemment, quand ils ont eu Dom Sébastien comme prince justement héritier, il a fallu l'attendre 11 ans pour qu'il soit considéré comme qu'il arrive au pouvoir en fait. Il a une personnalité très religieuse, très imbu de sa personne, très enclin à se débarrasser de la gestion des affaires courantes, donc très despote en même temps. Il avait l'esprit en fait de conquérant, de la recherche justement de la conquête de territoire et notamment de la volonté de régler ses problèmes économiques par la conquête de l'Afrique du Nord. Donc, alors, on récapitule. On a Don Sébastien qui est impulsif à la recherche de grandeur, c'est bien ça. Exactement. Et du côté marocain, on a le sultan Abdelmalik qui est installé, lui. Il est installé sur le trône marocain, on est d'accord. Le sultan saadien Abdelmalik est aux commandes officiellement. Oui, il est aux commandes officiellement. Il est rentré au Maroc, en fait, assez rapidement après le décès d'Abdallah al-Ghalib. Et il ne faut pas oublier que lui-même, quand il s'est réfugié chez les Ottomans, eh bien, il a participé à des guerres. C'est-à-dire, il est rentré avec une expérience militaire extrêmement importante. Il a participé, par exemple, à la bataille de Halq al-Wadi en Tunisie, qui a délivré en quelque sorte la ville de Tunis des mains de l'Espagne. Il a également participé à la bataille d'El Ponte entre le monde chrétien et l'Empire ottoman, une très grande bataille où il s'est fait prisonnier. Et donc, il a retrouvé en quelque sorte le Maroc. Il a mené pratiquement une vingtaine de batailles sur 2 ans à peu près contre Mohamed el-Moutawakkil. Mohamed Moutawakkil, étant donné qu'il est en quelque sorte minoritaire par rapport à ses deux oncles, Ahmed el-Mansour, le gouverneur de Fès, et le sultan Abdelmalik. Et donc, bien évidemment, il a fait appel, à partir de Tanger, il a fait appel aux Portugais. Donc, soyons clairs, de plus en plus clairs, parce que c'est quand même des alliances complexes. Moutawakkil est du côté portugais. Exactement. Donc, Don Sébastien débarque avec 16 000 hommes, j'ai lu quelque part 16 000 hommes. Oui. Dont Moutawakkil. Exact. Il l'attendait à Tanger. Ah, Moutawakkil l'attendait à Tanger. Mais qu'est-ce que cherche exactement Don Sébastien ? Il y a plusieurs théories que j'ai lues. Il y a l'idée un petit peu de mener une sorte de croisade d'Occident. Il y avait un côté un peu religieux, messianique dans son attitude. Il y avait l'idée de poursuivre la Reconquista, c'est-à-dire jusqu'en 1492, les Nord-Africains ont été expulsés de la péninsule ibérique. Il fallait pousser de l'autre côté pour poser ses comptoirs et son pouvoir. Il y avait l'idée également probablement de maîtriser les zones maritimes, qui étaient à l'époque un énorme enjeu pour le commerce. Par contre, je suis surpris de voir qu'il n'a pas réussi à convaincre son oncle Philippe, l'espagnol, d'aller avec lui. Il est venu tout seul avec ses Portugais, Don Sébastien. C'est bien ça? Oui, c'est l'erreur de jeunesse, justement, de Don Sébastien. Il a été, comme on l'a dit, animé par la volonté de conquérir, justement, et surtout de conquérir l'Afrique du Nord, très proche et moins coûteuse, parce que, comme je disais tout à l'heure, le Portugal traverse une crise économique très importante. Et il a essayé de convaincre Philippe II de s'engager avec lui dans la bataille. Mais en réalité, Philippe II a pris le recul par rapport à cette confrontation, en le prévenant justement des risques
et les périls qui l'attendaient justement du côté marocain. Troisième élément, et qui est important, c'est que finalement, cette volonté religieuse, messianique que vous avez signalée, il a été capté par Mohamed al-Moutawakkil lui-même, en lui disant, ce n'est pas la peine, moi j'ai besoin de renforts. En gros, c'est comme ça, j'ai besoin de renforts militaires et non pas de votre présence. Eh bien, il n'a pas suivi non plus les recommandations d'Al-Moutawakkil, comme effectivement quelqu'un qui connaît les terrains, qui connaît la sensibilité justement de la présence du roi du Portugal dans cette confrontation. Je crois savoir également que Philippe II a reculé un petit peu parce que quelques années auparavant, il avait affronté les Ottomans du côté de l'Algérie, il avait eu une cuisante défaite. Et ça a également douché un peu ses enthousiasmes pour venir du côté de la Méditerranée. Donc Don Sébastien arrive avec une grosse armée, on l'a dit, 16 000 hommes, des cavaliers, des fantassins. Il arrive par la mer, il arrive où? Il arrive à Tanger, il arrive à Assela, il arrive où? Exactement. Il a quitté Lisbonne en fait le 24 juin 1578. Et puis après, il est passé par Lagos, au sud du Portugal. Il s'est reposé ensuite à Cadiz, au sud de l'Espagne. Et pour après, arriver à Tanger, où il récupère Mohamed al-Moutawakkil. Et finalement, il s'est arrêté définitivement à Azila. Et d'Azila, il s'est déplacé progressivement vers Qasr al-Kbir. Là, effectivement, il y a eu des discussions. Parce que l'avantage de cette bataille, c'est qu'il a eu lieu. C'est une bataille terrestre et non pas maritime. C'est pour cette raison qu'il a tourné au profit des Marocains. Il ne connaît pas le terrain, un terrain extrêmement difficile pour ceux qui connaissent la région, avec des collines un peu partout, difficiles d'accès, des oueds. Pour celui qui n'a pas des informations claires et nettes sur la région, il ne peut pas effectivement affronter cette difficulté. Donc il arrive effectivement avec pratiquement 15 000 hommes, avec une quarantaine de pièces d'artillerie, et il ne connaît pas assez l'armée marocaine. Par exemple, un détail qui a sa valeur, par exemple, c'est le fait qu'il ne savait pas que le Maroc, les Saadiens, détenaient en fait eux aussi l'artillerie, une quarantaine de pièces à peu près. Et donc vous voyez que à la fois stratégiquement et au niveau de l'information militaire, il est complètement démuni. Mais il a été en quelque sorte induit en erreur par les Saadiens eux-mêmes, et notamment par Abd el-Malik, qui, dans leur correspondance, lui suggérait un accord, lui suggérait des terres, lui disait que le Moutawakkil, de toute façon, il n'a pas le pouvoir, donc il n'a rien, Don Sébastien n'a rien à soutirer à ce monsieur, et que par contre, lui, c'est le prince, le sultan saadien, et qu'il est prêt à mener un accord. Et que le Moutawakkil, par la même conséquence, il a lutté contre la présence portugaise à Mazagan, par exemple, etc. Donc vous voyez, c'était à la fois une bataille rusée et une bataille où la partie portugaise n'avait pas des préparations, on va dire, correctes pour affronter un ennemi, certes, qui paraît faible dans l'absolu, parce que la Reconquista est passée par là. Et donc voilà, c'est pour ça que l'échec était cuisant. Alors, on arrive à ce fameux 4 août 1578. D'après ce que j'ai lu, les troupes saadiennes, donc menées par Abd Malik, se mettent dans une sorte de demi-cercle. Et Ahmed Mansour lui-même, évidemment, participe à la bataille. Tu as parlé de pièces d'artillerie, mais c'est quand même une bataille qui va beaucoup se régler à l'arme blanche, c'est-à-dire entre les lances, les arcs, les épées. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à la réalité ou c'est une vision un peu cinématographique que j'ai en tête? Non, c'est réel dans la mesure où un détail extrêmement important, c'est que Abd Malik, quand il a quitté Marrakech, 3 jours après avoir quitté Marrakech, il est tombé malade. Les textes, notamment le médecin juif qui l'accompagnait, il disait qu'il a pris un repas de poisson, du melon et il a bu beaucoup d'eau. Et donc, il a attrapé des coliques, en fait, une gastro, de la fièvre et tout ça. Et donc, c'était le point, on va dire, qui apporte un peu de suspense à ce scénario. Et donc, le prince, le sultan saadien, était gravement malade avant la bataille. Mais en même temps, il avait un lieutenant
de valeur, c'est Ahmed Mansour, un lieutenant de valeur, un frère de guerre très proche de lui, un grand gouverneur d'une ville très importante, Fès, et c'est lui qui a pris en charge en quelque sorte une très grande partie de la cavalerie saadienne. Et effectivement, l'organisation militaire saadienne il se forme d'un croissant avec au devant de la scène, il y a l'artillerie et puis après, bien évidemment, la cavalerie qui entourait en fait le cœur où siégeait le roi, le sultan. Et la partie portugaise a adopté une configuration complètement différente, en carré, en fait, à l'image, en quelque sorte, c'est un peu les réminiscences d'une organisation à la romaine, en quelque sorte, qui permettait justement d'avoir une assemblée très, très concentrée, très compacte face à l'ennemi. Sauf que les Marocains ont attaqué assez violemment les Portugais avec l'artillerie, puis après, il y a eu un cafouillage en quelque sorte, qui a fait, d'après les descriptions, qui a fait exploser les barils de poudre, on va dire, dans l'organisation militaire portugaise, etc. Donc c'était un cafouillage extrêmement difficile. L'heure également de la bataille est très très bien choisie par le Marocain, à la défaveur des Portugais. À midi, Arsal Kbir. Vous imaginez en plein mois d'août les dégâts. Une région où il n'y a pas un arbre, pas dans un terrain plat, dépourvu de toute végétation, de la poussière. Et c'est une bataille qui est très limitée dans le temps. Ça a duré moins de 5 heures en fait. Et la chose est pliée en faveur des Saadiens. Est-ce que la nature de l'équipement a joué? C'est-à-dire, est-ce que par exemple les Portugais avaient des lourdes armures qui les alourdissaient, ce genre de choses qu'on voit dans les films et qui semblent très dures à porter, surtout, comme tu l'as dit, en plein mois d'août, dans l'intérieur des terres, dans le nord du Maroc, où il fait une chaleur suffocante. Exactement, ça a certainement participé. Et effectivement, dans une région très poussiéreuse, très chaude en fait, avec une canicule qui s'abat sur le champ de bataille, bien évidemment, on peut s'attendre à des dégâts très, très catastrophiques. D'un point de vue logistique, vraiment, les Portugais étaient complètement démunis face à une armée formée essentiellement de cavalerie, ce qui a facilité justement, même quand il y a eu à un moment donné une faiblesse d'une partie de l'armée saadienne, ils ont pu réagir assez rapidement parce que la cavalerie a une facilité de mouvement beaucoup plus facile que l'armée portugaise. Moi, j'ai une question au fur et à mesure des podcasts histoires qu'on a eu l'occasion d'enregistrer. Il y en a quand même beaucoup maintenant. Il y a des moments où on a l'impression que l'armée marocaine est une compilation, une congrégation de guerriers proposés par les tribus. Et il y a des moments où on a l'impression que l'armée marocaine est faite à la manière un peu ottomane, c'est-à-dire une armée professionnelle complètement liée au sultan. Cette armée de Oued el-Makhazine menée par Abdelmalek officiellement, mais malade plutôt par Ahmed el-Mansour, est-ce qu'elle correspond plutôt à un modèle tribal, une congrégation, ou à un modèle ottoman professionnel? Les deux, en réalité, parce qu'il est formé d'une armée justement professionnelle saadienne, formée selon justement les principes d'une armée professionnelle ottomane, vu l'expérience concrète des deux princes, Abdelmalek et Ahmed el-Mansour, dans l'armée turque. En même temps, il y a beaucoup de volontaires, et notamment les volontaires de la région de Fès, par exemple, mobilisés par Ahmed el-Mansour, et également les Zaouïas du nord du Maroc, qui se sont mobilisés. Ils ont fait une prière à Moulay Abdeslam Ben Mchiche, et ils ont mobilisé leurs disciples et leurs adhérents pour participer à cette guerre qu'ils considèrent effectivement comme une guerre de lutte religieuse contre les Portugais. Mais à vrai dire, c'est la même chose du côté portugais. Dans la mesure où, justement, l'une des raisons de cette défaite, c'est que l'armée portugaise n'est pas homogène. Et il est constitué de Français, d'Irlandais, d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols. Et donc, un agrégat, en quelque sorte, qui n'a pas eu le temps de se mobiliser, de s'entraîner ensemble, et surtout d'avoir un chef militaire aguerri. Don Sébastien, effectivement, il a des atouts militaires, mais en fait, il n'est pas un bon stratège. Ce qui fait qu'il est complètement déconnecté de ces 15 000 militaires qu'il a mobilisés pour cette bataille.
Alors, on appelle ça très souvent la bataille des trois rois. Il y a un livre d'ailleurs sur ce sujet. Parce que trois rois, même si c'est un petit peu un raccourci, on va comprendre pourquoi. Trois rois y périssent. Moutawakkil, qui est, disons, prétendant au trône. Abdelmalek, le sultan du Maroc, malade. Et donc, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, il est plus mort d'une maladie que des combats. Et Don Sébastien, mort au combat. Donc, le sultan du Maroc, le sultan du Portugal et le prétendant au sultan du Maroc décèdent le même jour, c'est bien ça? C'est ça, le même jour, parce que Abdelmalik est décédé en fait alors que la bataille n'a pas été vraiment à peine engagée. Et donc en fait, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est que quand il est retourné à sa tente, il a levé en fait son index pour certainement dire prononcer la shahada, en fait, avant de mourir, mais en fait, son chambellan a compris qu'il demande que sa mort soit tue, en fait, qu'il soit pas annoncé pour ne pas déstabiliser les troupes marocaines. Et d'ailleurs, c'est lui qui a un roi mort qui gagne la bataille, en fait, alors qu'il a à peine participé à cette bataille. Don Sébastien, qui a été effectivement tué, qui a annoncé discrètement, en fait, sa soumission, en demandant à un de ses lieutenants de lever un petit drapeau blanc, mais en fait, d'après les descriptions qui ont été faites de cette bataille, les Arabes qui ont participé à cette bataille n'ont pas compris en fait le symbole de lever un petit drapeau blanc. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué directement, ils l'ont tué. Et Mohamed Moutawakkil, en fait, qui cherchait à se sauver, il a cherché à se sauver, mais en fait, comme Ahmed al-Mansour a bien pris le temps de casser, de détruire, en fait, de faire exploser le seul pont entre Oued el-Makhazin et la rive nord, eh bien, il n'a pas pu se sauver et donc il a péri par noyade, en fait, dans l'Oued. Alors, il y a eu énormément de prisonniers dans cette bataille, de prisonniers chrétiens pour prendre un raccourci pour vite comprendre. Ça a permis au sultan saadien, donc Ahmed Mansour, qui est le vrai grand vainqueur de cette bataille, Ahmed Mansour, hein, puisque il devient évidemment le sultan saadien en place. Il est tout à fait légitime, il est auréolé de cette victoire. Et il est riche parce que il y a énormément d'argent qui va affluer au Maroc pour libérer ces prisonniers, les nobles prisonniers chrétiens vont être une source de financement pour le règne saadien, en tout cas dans les premières années. C'est bien ça? Exactement. C'était stratégiquement quelque chose qui a tourné en faveur de Ahmed al-Mansour, qui a pris le pouvoir aussi rapidement, dans des conditions pratiquement tous ses ennemis sont morts. Et en plus, il est auréolé par la victoire de cette grande bataille. Économiquement parlant, effectivement, le fait, et c'est surtout les Espagnols qui ont payé, mais aussi les Portugais, la libération des prisonniers. Ils sont, dans quelques textes, ils prétendent qu'ils sont au nombre de 7000, ce qui est énorme pour une bataille dont les participants s'élèvent à 15 000. Donc c'est pratiquement la moitié des effectifs qui se sont fait prisonniers. Et là, on se demande effectivement pourquoi Ahmed al-Mansour n'a pas continué la guerre pour libérer les autres comptoirs occupés par les Portugais. Par exemple, Ceuta, par exemple, Mazagan. Mais en fait, stratégiquement, il ne pouvait pas le faire. Parce que 2 ans après, le Maroc est frappé de plein fouet par une sécheresse assez dure. Et donc, avec tout ce qui s'ensuit en termes de pandémie, etc. Donc, c'est réellement un contexte qui est à la fois en faveur d'Ahmed al-Mansour, mais en même temps, Ahmed al-Mansour, en bon stratège, il a décidé de mettre un terme aux hostilités et de profiter pleinement d'une stabilité pour asseoir justement son pouvoir. On va s'intéresser 2 secondes au Portugal. Le Portugal disparaît, tout simplement, perd son indépendance suite à cette défaite et passe sous le giron de l'oncle de l'Espagne, de Philippe II. Et ça pose la fin des conquêtes portugaises et la fin de cette version colonialiste du Portugal, perte de souveraineté. Et pour terminer le tableau, Don Sébastien est l'objet d'une sorte de culte de la part d'une partie de la population, des adeptes de ce culte, qui estiment qu'il n'est pas mort, en fait, dont on attend le retour, le sébastianisme. C'est bien ça.
Exactement. Le sébastianisme, il a commencé déjà en fait tout de suite après la bataille parce que ils n'ont annoncé sa mort en fait. Nous sommes le 4 août. Son oncle a annoncé sa mort pratiquement un mois après. Mais aux yeux des Portugais, bien évidemment, ils refusent la mort de ce roi. Et bien évidemment, le sébastianisme existe encore en quelque sorte jusqu'à des époques très tardives où une sorte de Mahdi reviendra, un Messie reviendra à la fin des temps pour justement sauver le Portugal. Mais en 1580, le roi Philippe II d'Espagne a conquis, justement après une guerre de succession qui a duré quelques années, qui a duré pratiquement 2 ans, pour finalement annexer le royaume de Portugal. Il y a également un impact psychologique à cette victoire marocaine. Des auteurs européens vont parler de cette bataille. On va trouver ces références dans énormément de textes. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on est capable de la décrire correctement. C'est qu'elle a frappé l'inconscient occidental, l'inconscient chrétien. On la retrouve dans des œuvres de fiction. Les grands auteurs européens ont parlé de cette défaite. Exactement, c'est quelque chose qui a joué longuement sur, on va dire, la psychologie des Européens, notamment espagnols et portugais. Et le temps du complexe de défaite étant passé, on retrouve d'ailleurs plus d'écrits du côté européen que du côté marocain. Les descriptions autour de cette bataille dans la littérature marocaine est vraiment très limitée. Et on trouve plus ces retentissements dans la littérature européenne, espagnole et portugaise, et même française. Donc cette bataille a reposé donc les rapports de force du côté de la Méditerranée. Tu l'as dit au début du podcast, il a posé une sorte d'aura d'invincibilité ou de difficulté en tout cas à conquérir le Maroc, sur lequel le royaume va capitaliser jusqu'à la défaite d'Isli en 1844. Qui va casser un peu le mythe de la terre qu'on ne peut pas conquérir. Moi j'ai une question, j'ai l'impression que cette bataille de Oued Mekhazin, par les Marocains, a mis du temps avant d'avoir été célébrée comme une sorte d'élément fondateur d'une identité nationale. Et c'est quelque chose qui n'a pas été considéré à sa juste valeur pendant de longues années, en fait. Quand je vois la comparaison avec ce qui se fait, par exemple, du côté européen, avec les grandes victoires napoléoniennes ou les victoires anglaises, les Trafalgar Square, etc. Chez nous, on a été beaucoup plus timide à brandir la gloire de ce qui aurait pu être le fondement d'une sorte d'identité, ou le ciment d'une histoire nationale. Alors à cela, il y a des raisons. C'est que finalement, la succession des pouvoirs en fait que, effectivement, on s'attarde pas sur les réalisations des uns de nos prédécesseurs, en quelque sorte. C'est valable pour Zalaqa, c'est valable pour l'Arak à l'époque almohade, etc. Il y a très peu de retentissement au-delà de la période, en fait, de ces batailles elles-mêmes. Ça veut dire que la volonté de mettre en place un système nationaliste, même s'il y a une continuité au niveau de l'État, ne se fait pas d'une façon automatique. Et donc on fait appel à ce genre d'événements de gloire, de succès, etc., de réalisation majeure, uniquement quand on est en difficulté. Et quand on est en difficulté, bien évidemment, par manque de ressources, en quelque sorte concrètes, bien il faut faire appel aux symboles. Et ces symboles ne sont pas mobilisés par les mêmes pouvoirs. On ne peut pas demander aux Almohades de glorifier la bataille de Zalaqa, comme on ne peut pas demander aux Saadiens de glorifier la bataille de l'Arak. Et même très sincèrement, la société elle-même n'est pas demandeuse de cette glorification. Il a fallu attendre en quelque sorte des périodes assez récentes de la colonisation, etc., pour chercher dans notre histoire ce que fait Mohamed Mennouni, par exemple, le grand historien marocain, pour chercher les points forts où le nationalisme marocain peut s'identifier en quelque sorte, pour mobiliser une société en décadence, une société qui souffre, une société qui est soumise en quelque sorte au pouvoir de la colonisation. Mais c'était très clair. Très très clair, merci beaucoup. C'est un podcast important sur un épisode important dans l'histoire pas seulement du Maroc mais de toute la Méditerranée. Et c'est un podcast, je le répète encore une fois parce que j'en suis convaincu, qui devrait être écouté en parallèle avec celui qui traite de Ahmed Mansour Dahbi, puisque la suite du règne de Ahmed Mansour va se construire sur la grandeur de cette victoire.
sur ses rapports avec les Ottomans, ses conquêtes subsahariennes du côté de ce qui est aujourd'hui le Mali, l'aspect financier, l'aspect politique, l'aspect psychologique. Merci beaucoup, c'est Abdallah, c'était très clair. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et il faut savoir juste une dernière chose, c'est que Ahmed El Mansour, tout de suite après son accession au pouvoir, il a construit à l'arrache 2 grandes forteresses extrêmement importantes pour justement mettre fin à ces incursions, à ces attaques, on va dire, ibériques. Et ces 2 forteresses sont vraiment à la pointe de la technologie militaire à l'époque. Ils sont dans un état assez catastrophique au jour d'aujourd'hui à l'arrache, mais qui mérite d'être restauré. Voilà, on en sait plus aujourd'hui sur notre rapport, à notre histoire, à notre passé, à nous-mêmes. Et la façon dont on se regarde, on dit long sur nous. Merci beaucoup, Siab. Merci beaucoup et on donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour un nouveau podcast Histoire dès la semaine prochaine. Les amis, à bientôt. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.